Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dissuasion nucléaire et de manière très spécifique, la dissuasion nucléaire française, la force océanique stratégique, les forces aériennes stratégiques et la FANU. Ce sont les rafales marines qui contribuent à la dissuasion nucléaire. Mais juste avant, petit mot d'introduction, le nucléaire, nous entendons absolument tout et n'importe quoi sur ce sujet pour une raison très simple, tout le monde a tort et en même temps, tout le monde a raison car c'est un armement qui a été réfléchi, qui a été conçu et qui est à l'heure actuelle dans les doctrines là pour ne pas être utilisé. Et pour la France, c'est très simple, cela repose sur 5 piliers. Les 5 piliers sont les suivants. Protéger les intérêts vitaux du pays. Et forcément, ils ne sont pas définis clairement. Deuxième pilier, il faut la capacité d'infliger des dommages inacceptables à l'adversaire. Durant la guerre froide, il s'agissait de pouvoir, juste la France, tuer 40% de la population soviétique et détruire environ 50% de ses capacités de production. Troisième pilier, la permanence. H24, 7 jours sur 7, tout le temps disponible. Quatrième pilier, la stricte suffisance. Et le cinquième, très important, l'indépendance nationale. Maintenant, vous vous doutez bien, c'est un petit peu l'arme taboue. Mais si vous souhaitez vous aussi rentrer dans les wargames, les réflexions sans fin autour du nucléaire, imaginez le scénario suivant. Un pays jaune, aidé par le pays bleu, s'est fait envahir. Il décide de contre-attaquer contre son envahisseur, le pays rouge, et arrive à pénétrer à l'intérieur du pays rouge. Vous avez donc à l'intérieur des frontières du pays rouge des forces jaunes, des forces bleues. Disons que les forces bleues sont dotées, disposent de l'arme nucléaire, et que les forces rouges disposent également de l'arme nucléaire. Que se passerait-il à l'échelon mondial si le pays rouge décidait d'envoyer une arme nucléaire sur les forces bleues et jaunes à l'intérieur de son territoire rouge dans lequel il subit une contre-offensive? Et on verra si on vous valide l'école de guerre fonction de votre réponse. Allez, jingle. Alors vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse en fait que je peux vous donner. Voilà exactement ce qui se passe. C'est tout le principe du nucléaire. Et c'est ça qui rend cette arme fascinante à tous les échelons. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, plutôt que nous inventer un apprenti sorcier sur ce qui pourrait se passer dans différents scénarios, c'est chercher à vous donner une bonne compréhension de l'état des forces en source ouverte nucléaires françaises en 2024. Allez, c'est parti. Alors, la dissuasion nucléaire a été lancée à partir de 1954. Mais c'est un événement très spécifique en 1956 qui a vraiment augmenté la volonté de la France d'accélérer dans ce domaine. C'est la crise de Suez. Rappelez-vous, nous sommes fin octobre 56. Nasser en Égypte décide de nationaliser le canal de Suez. Les Anglais ne sont pas d'accord, les Français ne sont pas d'accord, les Israéliens non plus. Petite coalition des 3 pays, on fait simple, hein. Ça attaque, les Égyptiens sont défaits militairement le 7 novembre, après une petite semaine de combat qui coûte la vie à 10 Français, 16 Britanniques, 231 Israéliens. Et là, patatras, les 2 mastodons de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, disent « Eh les gars, ça suffit, vous arrêtez, vous repartez ». La France repart, les Britanniques repartent, le Premier ministre britannique est obligé de démissionner, le président René Coty reste au pouvoir, mais la France et l'Empire de l'époque britannique comprennent qu'il leur manque un atout majeur pour pouvoir peser ou repeser sur l'échiquier mondial, celui de l'arme nucléaire. La suite, vous la connaissez, Gerboise bleue le 13 février 1960, 3 ans et demi après Suez, le premier tir de bomba français. Notre première bombache, c'était le 24 août 68. Et oui, à l'époque, la France travaillait au mois d'août.
Et le programme français a accéléré jusqu'à atteindre 540 armes nucléaires en 91 et avoir fait au total 210 détonations. Je vais le répéter parce que c'est énorme. 210 tests de bombes nucléaires ont été réalisés par la France. À l'heure actuelle, nous avons le M51 pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on va y revenir, et l'ASMPA pour nos Rafales, marine ou B de l'armée de l'air et de l'espace. La France est donc devenue, à l'époque, le 4e pays à disposer de l'arme après les Américains, les Soviets, le Royaume-Uni, la France. À l'heure actuelle, il y a 9 pays. Vous pouvez rajouter l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, même si ce n'est pas officiellement annoncé, et forcément la Chine. La Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ukraine et l'Afrique du Sud ont tous également été dotés à une période. Pour les 3 premiers, lors de la période soviétique. Pour l'Afrique du Sud, ils ont développé leurs propres bombes, puis y ont renoncé eux-mêmes. À savoir que d'autres pays hébergent la bombe. C'est dans le cadre de l'OTAN. Vous avez la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie, d'où leur achat forcément de matériel américain pour pouvoir être vecteur de cette bombe qui passe par avion de chasse. Alors il y a eu des traités, il y a eu le traité de non-prolifération qui dit en gros plus personne à la bombe, on va réduire le nombre d'armements. Vous avez eu le TICE qui lui est signé en 96 pour le traité d'interdiction des campagnes d'essais nucléaires. Mais ce qui a vraiment marqué le programme nucléaire français, c'est en 1958 avec le retour de De Gaulle et l'avion du général, le Mirage 4, qui était le vecteur nucléaire français de la guerre froide, le vecteur mythique, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, avec des histoires d'anciens, mon père ayant été bombardier sur Mirage 4A. À la chute de l'Union soviétique, notre format de dissuasion a été réduit. Nous avions 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nous sommes passés à 4 que nous avons encore actuellement. Nous avions 3 escadrons d'avions de chasse spécifiques nucléaires, nous sommes passés à 2 escadrons de chasse, initialement à Istres et Saint-Dizier, maintenant tout le monde à Saint-Dizier. Rentrons maintenant un petit peu dans le détail du matériel qui compose cette dissuasion française. À l'heure actuelle, nous avons les SNLE-NG, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nouvelle génération, car il y a eu une génération, maintenant c'est la 2e, et il y a la 3G, ça va moins vite que dans les télécoms, qui est prévue pour 2035. Le Triomphant, la classe Triomphant, nous avons 4 SNLE. Le Triomphant, lancé en 97, le Téméraire, qui est de 99, le Vigilant, en 04, et le Terrible, 2010. Et même si c'est des termes qui font un peu penser à Marvel, vous rigolerez moins quand vous savez ce qu'ils embarquent. À la base, ils avaient des missiles M45, et entre 2012 et 2018, ils se sont progressivement équipés de M51, qui est notre nouveau missile tiré depuis les sous-marins. M51 ou M51 TNO avec la tête nucléaire océanique. Pour faire simple, vous avez 16, et tout ça c'est de la source ouverte, vous avez 16 missiles M51 par SNLE. Chacun de ces missiles peut avoir en source ouverte 6 têtes, et chacune de ces têtes peut faire maintenant environ 100 kilotonnes. Donc je vous laisse faire des mathématiques et me mettre dans les commentaires. Ça fait 16 x 6 x 100. Le tout en kilotonnes. Je vous rappelle que Hiroshima c'est 12 kilotonnes avec Little Boy et que Nagasaki c'est 20 kilotonnes. Donc pour faire simple, dites-moi en commentaire, un SNLE qui tirait tous ces têtes, tous ces missiles, aurait quelle capacité de frappe par rapport à Nagasaki, et vous allez voir, c'est beaucoup. Nous avons eu des petits soucis dans notre programme, avec notamment un échec de tir, c'était le 5 mai 2013 avec le Vigilant, mais derrière, ils ont corrigé le tir comme on dit, ça s'est bien passé. Le M51 TNO, lui, est validé depuis 2016, et vous avez le M51.3 qui est prévu pour 2025. En parallèle de ça, nous avons forcément des SNA, des sous-marins nucléaires d'attaque, avec les Ruby, les 6 Ruby, qui sont progressivement remplacés par la classe Suffren. Là, dans le cas des SNA, on passe de navires de 73 mètres pour 2400 tonnes à 99 mètres pour 4700 tonnes en surface. Donc ça, c'était la FOST, la Royale, la Marine nationale, avec en permanence un SNLE à la mer. Chaque SNLE a 2 équipages, le bleu et le rouge, et ils tournent. Et lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022, 3 SNLE avaient été mis à la mer. Cette FOST est d'alerte depuis 1971, avant la classe Le Triomphant. C'était, vous en avez peut-être entendu parler, la classe
redoutable. Je n'en ai pas parlé, mais ces sous-marins sont également protégés par nos avions les Atlantiques, puis maintenant les Atlantiques 2, qui sont d'ailleurs rénovés et qui sont basés à Lanboiwe, nos SNLE étant sur la presqu'île de l'île Longue. J'ai eu la chance en Cap 10 de survoler un SNLE, c'est très impressionnant et si vous aimez la photographie, c'est un autre monde. Quand vous êtes en Bretagne et que vous voyez passer au petit matin ou le soir un SNLE en surface, c'est vraiment Apocalypse Now. Les forces aériennes stratégiques, le vecteur aérien, en alerte depuis le 8 octobre 1964, messieurs dames. Ça fait un bout de temps avec l'AN-11. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ASMP-A, les missiles, les bombes, puis les missiles ont beaucoup évolué. Vous connaissez forcément hein, Mirage 4, Super Étendard, mais il y a eu également de l'armement tactique avec le Mirage 3E, avec le Jaguar qui ont pris la N52. Ensuite, on a eu Mirage 2000N basé à Istres. Maintenant, Rafale B et Rafale Marine. À l'époque, nous avions la SMP avec le TN81, tête nucléaire 81. Depuis 2017, est arrivé l'ASMP-A avec la tête nucléaire aéroportée de, accrochez-vous bien, 300 kilotonnes. Qui se rappelle combien de fois ça fait Nagasaki? Depuis 2018, le 2000N a été arrêté, c'est donc full Rafale B, 2 escadrons à Saint-Dizier. Je vous rappelle que depuis environ 2010, le Rafale est au standard F3 et peut emporter la SMP-A. Il y a régulièrement des exercices. Par exemple, en janvier 2019, il y a eu simulation d'un raid. Les 2 Rafales ont décollé de la Réunion et ont rejoint la France. Et lors de leur retour, ils ont été accompagnés de Mirage et ont essayé d'aller vers le point de tir, ouvrir le feu pour tirer ce missile qui, j'insiste, part ensuite faire sa vie un peu comme le Scalp que vous connaissez. Donc il aurait, d'après les sources ouvertes, plusieurs centaines de nautiques de portée, et donc vous allez vers un point de tir, vous faites toute une procédure, vous tirez votre missile, et après vous faites demi-tour, vous allez ailleurs. Les gros spécialistes de l'armée de l'air, à l'heure actuelle c'est le 1-4 Gascogne et le 2-4 Lafayette. Dans la marine, c'est la FANU, lancée par ordre présidentiel en 78, et qui permet notamment de justifier le budget du porte-avions sur le budget de la dissuasion nucléaire, qui représente environ, généralement, 23% du budget de la défense française. De nombreux exercices ont lieu également de manière périodique, avec l'exercice Poker au-dessus du territoire français. Ils ont lieu de nuit, quand il y a un minimum de trafic. À ce moment-là, certains pilotes font les méchants. J'ai eu la chance de faire le méchant dans Poker. D'autres pilotes font les gentils, donc c'est les faces. Et là, les avions de chasse ne sont rien sans leur ravitailleur. Donc vous avez cassé 135, ce qui nous reste actuellement, A330 MRTT Phoenix, accompagnés par des avions en sweep, de nettoyage, et les avions des faces qui vont devoir tirer. Et tout ce petit monde va essayer de rejoindre un point de tir avec un risk level, une prise de risque autorisée qui peut forcément changer de ce qu'on fait en temps de paix, car pour un raid nucléaire, l'objectif de la mission est vraiment important. Alors là, il y a un petit point intéressant. Le point intéressant est le suivant. Vous êtes en France, vous décollez de Saint-Dizier, vous devez faire un raid en profondeur, aller taper, je sais pas, du côté de l'Est. Si la France décide du feu nucléaire, elle peut le faire, 5e pilier, de manière complètement indépendante d'elle-même. Mais la problématique, et là où ça devient extrêmement difficile dans la vraie vie, ce type de raid nucléaire, c'est que si vous décidez manu militari en tant que Français que vous allez traverser toute l'Europe pour aller tirer de l'arme nucléaire contre un adversaire pour X, Y ou Z raison, il n'est pas impossible, et vous remarquerez avec le nucléaire c'est toujours du conditionnel, que les pays que vous allez devoir traverser ne se laissent pas traverser, vous forçant un détour, ou pire, vous laisse traverser, mais tente de vous intercepter. Rappelez-vous le traumatisme pour les politiques et les forces militaires françaises en 56. Les Américains, également les Soviets, mais également les Américains, avaient dit « fin de la récré, arrêtez ». Et c'est un traumatisme qui est encore présent dans certaines forces de nos jours, qui est celui d'avoir conscience que si un jour le klaxon sonne, la mission doit être réalisée. Cela peut soit être dans le cadre d'une coalition, soit être dans le cadre de l'indépendance nationale, de la stricte suffisance et une décision franco-française. À partir de ce moment-là, peut-être que vous allez croiser des États d'habitude alliés qui sont un petit peu moins coopératifs. Et à partir de là, si vous appréciez les what if, les réflexions autour de qu'est-ce qui pourrait mal se passer sur une mission, vous vous rendez compte eh bien, que la liste est très vite à rallonge et que ce genre de mission est extrêmement complexe à prévoir
et à faire. La FANU, c'est la Force aéronavale nucléaire. Et contrairement à la FOST, et contrairement au FAS, eh bien la FANU n'a pas la permanence de la dissuasion nucléaire. C'est une carte que vous pouvez utiliser à un moment donné, mais qui demande un petit peu de temps pour la monter en compétence et pour être prête. Pourquoi? Car elle est directement liée au porte-avions Charles de Gaulle et au Rafale Marine. Et donc il faut que les deux soient opérationnels. Point tout de même à souligner, dans l'armée de l'air, ce sont des équipages biplaces, les Rafale B, qui mettent en œuvre l'ASMPA. Dans la marine, c'est confié à une seule personne à bord de son Rafale M. Mais pour mettre en œuvre un Rafale Marine depuis le porte-avions, un petit peu comme dans l'armée de l'air, il faut toute une armée et tout un équipage. Gros avantage de la FANU, c'est que quand vous déployez le porte-avions, vous vous déployez peut-être avec 300 kilotonnes de diplomatie. Mais n'oublions pas également que durant des années, sur le plateau d'Albion, nous avions des missiles sol-sol. Et peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs servi dans ces unités qui ont été arrêtées il y a plusieurs décennies déjà, mais type d'unités qui existent encore, par exemple aux États-Unis, en Russie ou en Chine. Alors vous connaissez peut-être USS Alabama, Le Chant du Loup, de nombreux films qui ont essayé de sensibiliser un petit peu à cette problématique du feu nucléaire, Docteur Folamour, bref, il y en a plein. Moi, ce que je voudrais relever, eh bien, c'est l'évolution dans le monde dans lequel on vit. La dissuasion nucléaire, dans les années 50, dans les années 60, avait une posture un peu plus grande, il y avait plus de personnel. À l'heure actuelle, nous avons la taille minimum, 4 SNLE, nous l'avons vu, c'est le strict minimum pour avoir une permanence, 2 escadrons de chasse sur la même base, et ça vient poser des problématiques, toujours les mêmes si vous suivez cette chaîne, qui sont RH. Pourquoi? Parce que la guerre a changé, nous sommes maintenant plus dans des guerres hybrides, et pour un sujet aussi important que celui de la défense nationale, je pense qu'il y a un tournant que nos combattants, que nos décideurs n'ont pas tout à fait compris. Là, ce que vous voyez s'afficher, c'est le guide du bon usage des réseaux sociaux. Pourquoi je vous en parle? Vladislav Rishski était le commandant du Krasnodar. Il aurait tiré des calibures sur des villes en Ukraine et a été assassiné lors de son footing matinal sous la pluie le 10 juillet 2023. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il utilisait l'application Strava, qui est une application dont nous avons déjà parlé, dont je vais parler également dans Au-delà de l'Ukraine, car c'est une application qui avait fait scandale en 2018, qu'elle avait révélé la présence de certaines bases secrètes américaines dans certaines zones du monde. À l'heure actuelle, vous allez sur Strava, vous allez trouver des endroits dans le désert où des militaires français, étrangers, font du sport. Forcément, c'est moyennement discret. Mais le problème, c'est que quand vous ne disposez que de quelques sous-marins, que vous ne disposez que d'un seul porte-avions, que vous ne disposez que d'une seule base d'où partent vos avions de chasse à vecteur nucléaire, et que nous sommes dans un monde où on peut se faire assassiner dans le sous-sol d'un parking après avoir déserté son pays en pleine journée, il serait dommage de mâcher le travail d'un adversaire potentiel au moment où les tensions se crispent un petit peu, et de voir que les officiers supérieurs, une multitude de personnels d'actifs, qui ont des responsabilités, de comptes à rendre à la République, à leur chaîne de commandement, eh bien, partagent sur les réseaux sociaux la nature précise de leurs fonctions, ou pire, que l'institution permette très facilement de retrouver leur progression en grade, voire même leurs affectations, en publiant, par exemple, comme c'est le cas annuellement de la Marine nationale, sur Twitter, la photo des réunions des futurs commandants d'unités. Nous sommes en 2024, nous avons vu la puissance des outils informatiques dans la recherche d'un visage. Il y a vraiment deux bases d'où la France opère sa dissuasion nucléaire. C'est complètement connu, mis en avant même dans la presse et par l'institution. Vous vous doutez bien que tout le personnel habite pas très loin de cette base, et c'est un des talons de la dissuasion française qui n'est pas, par exemple, partagé par la dissuasion américaine, qui a un volume beaucoup plus fort, volume de navires, de bâtiments, mais surtout RH. Alors moi, je voulais terminer cette vidéo sur le nucléaire en vous disant que réintroduire l'ambiguïté stratégique, c'est une chose cohérente vis-à-vis de la dissuasion nucléaire, mais que si l'ambiguïté stratégique peut être une bonne chose pour la dissuasion, trop de com met en danger la RH. Et si vous n'êtes pas ambigu sur la RH, votre ambiguïté stratégique, ce n'est que de la com. On terminera
avec ce petit scandale qui vient d'éclater chez nos voisins allemands, avec des officiers supérieurs qui se sont fait pirater et écouter leurs discussions. Je vous rappelle que les Ukrainiens annoncent très souvent qui étaient les pilotes dans les A-50, dans les Sukhoi qui détruisent. Dans un monde où tout le monde est connecté, ne pas forcer la déconnexion des quelques hommes et femmes qui ont la lourde responsabilité de l'assurance vie de la nation, c'est peut-être tout simplement être déconnecté de la réalité du monde dans lequel on vit. Allez, fly safe.